BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy. Les experts de l'IMO, une demi-heure tous les jours pour parler de nos logements, de notre immobilier. Comme tous les jours, ça commence par votre rendez-vous à vous, professionnels du secteur, le pro de l'IMO. Un témoignage terrain, coup de cœur ou coup de gueule. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a une adresse mail à laquelle vous pouvez nous écrire, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Aujourd'hui, on célébrera le retour du prêt à taux zéro et on verra comment ça fait du bien pour ceux qui construisent des maisons et aussi pour ceux qui aident les acheteurs dans leur obtention de crédit immobilier. Ensuite, vous en avez l'habitude, retour en plateau pour le débat du jour. Aujourd'hui, on va faire preuve de pédagogie. Comment maximiser nos chances de bien vendre et de bien acheter. On verra tout ça dans quelques instants. Mais d'abord, c'est l'heure du pro de l'IMO. Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO. Et on est en ligne avec Anthony Strulins, courtier CAFPI à Bergerac. Bonjour Anthony. Bonjour Marie, bonjour à vos invités. Bonjour, on se dit tous bonjour Anthony. On est avec vous en ligne, je le disais, pour célébrer le retour du prêt à taux zéro. Il y a quand même beaucoup d'acheteurs qui s'étaient mis un peu en stand-by parce qu'ils voulaient faire construire leur maison, qu'ils n'avaient pas de PTZ et qui donc ne pouvaient pas boucler l'opération. Et là, ce à quoi vous assistez Anthony, c'est au retour de ces acheteurs qui avaient un peu laissé tomber quand même. Ouais, je vous remercie de cette invitation. Et effectivement, en réaction à l'émission d'hier, je souhaite être positif par rapport à la solvabilisation de la demande, et notamment celle des primo-accédants, donc à la propriété dont il est question. Et alors justement, donc sur notre PTZ et nos maisons, là vous avez quand même pas mal de dossiers dans les cartons, et notamment un dont vous vouliez nous parler ce matin. Oui, voilà. Donc c'est un dossier que je suis depuis quelques mois maintenant. Donc c'est un couple, un jeune couple avec 3 enfants. 4 500 € de revenus, ce qui est plutôt correct pour notre secteur, qui, fin 2023, malgré une situation professionnelle et familiale stable, n'avaient pas réussi finalement à financer leur projet. Donc, pourquoi ? Parce que l'enveloppe était insuffisante, qu'à cette époque-là, il n'y avait plus d'aide particulière sur le neuf. Et du coup, ils avaient préféré remettre le projet dans les cartons. Fin 2024, avec l'annonce du retour du prêt à taux zéro, les conditions de crédit qui se sont améliorées aussi, on a remis le projet au goût du jour. Et là, le projet va permettre certainement d'aboutir dans les semaines à venir, puisqu'on a pu aller récupérer les 20 000 € qui manquent pour le projet. Donc là, aujourd'hui, il est possible de les emprunter. Et donc... Ça a tranché, Anthony. Dans le budget il y a 1 an et demi. Là, aujourd'hui, arrive vraiment à leur sortir le projet. Juste, parfait. Anthony, moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce dossier, c'est que ça ne s'est pas joué à grand-chose, en fait. C'est que parfois, on a tendance à penser que le gap entre ce qui est possible et impossible est énorme. Là, ça s'est vraiment joué à une centaine d'euros sur les mensualités de crédit, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, au-delà du fait d'obtenir 20 000 € d'enveloppe supplémentaire pour le projet, l'enveloppe, en plus de ça, cerise sur le gâteau, va donner une mensualité de 100 € inférieure à ce qu'ils imaginaient. Donc, du coup, les clients sont très contents et il n'y a plus qu'à mettre en place le projet désormais. J'ai une dernière question, Anthony. Est-ce que vous en avez beaucoup des cas comme celui-ci ? Est-ce que vous-même, vous repartez à la chasse à ces clients-là à qui vous aviez dit il y a quelques mois, non, là, c'est pas possible, mais attendons, voilà. Est-ce que votre métier est allé de recevoir les demandes à aller anticiper, à aller revoir des gens qui vous avaient sollicité et à qui vous n'aviez pas pu répondre favorablement ? Tout à fait, ouais. On recontacte les clients qu'on avait vus il y a quelques mois, qui ont toujours certainement des situations stables, parce que c'est la stabilité des revenus qui va faire la possibilité d'obtenir le prêt. Et aujourd'hui, oui, on les ressollicite et on leur dit effectivement que ce qui n'était pas possible hier l'est aujourd'hui. Est-ce que ça le sera demain ? On ne sait pas trop, parce qu'effectivement, il y a quand même des incertitudes sur les taux dans les mois à venir, mais maintenant, c'est certainement le bon moment pour lancer le projet. Ouais. C'est toujours le bon moment pour vous. Je fais une blague. Merci Anthony. Anthony Strulins, courtier CAFPI à Bergerac. Si comme Anthony, vous avez un témoignage à nous apporter à l'antenne de BFM Business pour les experts de l'IMO, on a une adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Et tout de suite, c'est l'heure du débat. Les experts de l'IMO, le débat. Et à mes côtés, Cédric Lavaux, président du fichier Amepi.
Bonjour Cédric. Et à mes côtés également, Boris Vienne, président de l'Union nationale des notaires employeurs. Bonjour Boris. Bonjour Marie. Alors, je vous ai fait venir tous les deux pour débattre, pour conseiller au mieux nos auditeurs et téléspectateurs qui ont un projet de vente ou d'achat, voire les deux d'ailleurs, j'ai envie de dire, pour donner des vrais conseils pratico-pratiques. Parce que parfois, on en parle assez quotidiennement, mais sans redire en fait quelle est la bonne marche à suivre et comment je maximise mes chances d'être satisfaite de l'opération que j'ai faite. C'est-à-dire qu'elle soit à la vente ou à l'achat. Alors, ce qui est intéressant dans votre profil, et c'est pour ça qu'on va commencer par vous, Cédric, c'est de nous dire qu'est-ce que c'est que le fichier Amepi, pour qu'on puisse vous situer et la pertinence de votre expertise dans ce débat-là. Alors, le fichier Amepi, c'est une audace de la profession. C'est des concurrents qui coopèrent. C'est pas commun. Et donc, vous avez appelé ça la coopétition. La coopétition. Voilà, c'est la concurrence qui coopère au service du client. C'est-à-dire que vous me confiez votre maison à vendre, je suis agent immobilier adhérent au fichier Amepi. S'il y a 50 agents immobiliers adhérents sur mon territoire au fichier Amepi, alors vous me confiez une exclusivité pour avoir la relation qui soit une relation privilégiée avec votre agent immobilier. Vous avez votre assureur, et ben vous avez votre agent immobilier. Mais je ne vais pas me limiter à mes propres clients, je ne vais pas me limiter à mon propre micro-territoire. Je vais ouvrir la possibilité de vendre votre maison à l'ensemble des agents immobiliers adhérents du territoire. Et puis, les professionnels se partagent les honoraires entre eux. Donc, en gros, pour faire simple, c'est le partage du mandat exclusif. C'est le partage du mandat exclusif qui permet à l'acquéreur, avec son agent immobilier, de ne pas raconter 50 fois la même histoire à 50 agents immobiliers différents, mais de pouvoir avoir accès à l'ensemble de l'offre de son territoire. Et au vendeur, il y avoir une relation privilégiée, unique avec son agent immobilier, mais de démultiplier ses chances sur la vente. Je m'adresse à vous, Boris, parce que vous les voyez, les acheteurs, à la fin, au bout du bout. Vous les voyez, pas forcément qu'au bout du bout d'abord, parce que ce serait sympa de rappeler que les notaires, ils ne font pas simplement signer l'acte notarié à la fin. Parfois, non. Parfois. Non, il faut le dire quand même. Vous faites aussi de la transaction. Alors, très peu. Enfin, globalement, on est assez peu à faire de la négociation. Oui, pardon. Et cette négociation, en plus, il faut que ce soit par rapport à l'activité de l'office, quelque chose de très minoritaire. Voilà, ça ne peut pas être une activité principale au sein de l'office. Ouais. Mais bon, globalement, quand vous les voyez, vous arriver, est-ce que vous avez ce sentiment que acheteurs, vendeurs, ils ont été bien préparés, ils le font, j'ai envie de dire, le cœur léger, ou est-ce qu'ils ont parfois l'impression de ne pas avoir négocié d'un côté comme de l'autre, comme il aurait fallu négocier? Alors, tout va dépendre, et là, je pense que Cédric ne me dira pas le contraire. Est-ce qu'on a affaire à des primo-accédants ou pas? Ou des secondos, ouais. Dès qu'on a affaire à des primo-accédants, le stress, l'anxiété, où je vais m'endetter pendant 25 ans, c'est quand même long. Est-ce que je vais pouvoir payer? Est-ce qu'effectivement je vais payer le prix? Est-ce que le bien, est-ce qu'on me donne des garanties pour être sûr que la chaudière fonctionne, etc., etc., etc. Tout ça, il y a une vraie pédagogie à faire. Vous faites le psy, Boris? Parfois, oui. Parfois. Est-ce que vous les rassurez? C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, on va en parler avec Cédric, parce qu'on a préparé l'émission avec Cédric, on ne s'est pas fâché, mais je lui ai expliqué qu'on pouvait avoir naturellement, en fonction de la position dans laquelle on se trouvait, acheteur ou vendeur, des doutes sur l'intérêt de l'agent immobilier. Mais on va y revenir. Mais d'abord, d'un mot, Boris, est-ce qu'il y a des moments où on vous dit, vous pensez que j'ai acheté au bon prix, où on vous fait une espèce de confiance plus forte, j'ai envie de dire presque, qu'à l'agent immo, en se disant, est-ce qu'il peut me rassurer, le notaire, en bout de course, en me disant, ouais, j'ai acheté au bon prix, dans les bonnes conditions, il n'y a pas de loup, il y a... Il n'y a pas que le bon prix, il y a des tas de petites questions qui viennent. Est-ce que vous pensez que? Est-ce que vous pensez que? Est-ce que vous pensez que? Et ce sont des questions qui sont très légitimes. Nous-mêmes, en tant qu'acquéreurs, primo-accédants, on se pose exactement les mêmes questions. Est-ce que j'ai acheté au bon prix? Est-ce que c'est au bon endroit? Est-ce que si un jour demain je dois revendre, est-ce que je vais réussir à revendre? Toutes ces questions, on se les pose tous en tant qu'acquéreurs. Donc oui, ce sont des questions qui sont légitimes et qui viennent très régulièrement. Alors, pas de tous les acquéreurs, parce qu'il y en a qui ont plus l'habitude que d'autres, mais en tout cas les primo-accédants, c'est une multitude de questions. Ouais. Tout à fait, bien sûr. Et donc vous faites ce boulot, vous sentez que vous les rassurez à chaque fois en disant, là, effectivement, ou alors vous dites, mais vous pouvez faire confiance à l'agent immobilier qui vous a conseillé. Ça se passe comment, en fait? Alors, j'y vais très personnellement. Alors, après, chacun a sa façon de travailler et sa façon d'aborder ces sujets qui sont un peu hors juridique. À titre perso, j'y vais un peu... si j'étais à votre place, qu'est-ce que je ferais? Et si j'étais à votre place, j'irais. Je ne me poserais pas la question. Et parfois, je dis, si j'étais à votre place, j'irais pas. Mais c'est pas trop tard?
quand je me retrouve Ça devant... dépend du moment où on me pose la question. Ça dépend du moment où on me pose la question, mais vous voyez, c'est vraiment aussi, parce que très franchement, un bien, ça reste un bien. Ouais. À part des problématiques de vices cachés où on peut avoir vraiment là, de vrais problèmes post-acte, mais globalement, il n'y en a pas. Mais vous sentez quand même qu'à partir du moment où on est passé par un agent immobilier, on est quand même plus rassuré quand on arrive devant le notaire. Ah mais bien sûr. Plutôt que dans les ventes entre particuliers. Mais de toute façon, l'agent immobilier a cette capacité à être un intermédiaire. Déjà, la négociation, quand vous ne savez pas négocier, il vaut mieux avoir quelqu'un au milieu pour dire, bon, mais là, on peut y aller, ou là, ça devient quand même carrément humiliant que de faire ce style de proposition. Et après, le rôle de l'agent immobilier, c'est aussi d'avoir fait un certain nombre de vérifications en amont et de pouvoir dire, bon, ben voilà, j'ai fait tel et tel type de vérification, des vérifications pratiques, parfois, peut-être un petit peu moins, mais des vérifications juridiques, et de savoir rassurer l'acquéreur potentiel, ne serait-ce que de savoir, d'être sûr que le vendeur est bien le propriétaire. Ça peut arriver des cas comme ça, c'est très rassurant. Bref, on va rentrer dans le vif. Cédric, il y a plusieurs possibilités pour moi. Alors, on va commencer cet exercice. Je me place en tant que vendeuse. Je peux aller voir un agent immobilier. J'ai différents types de mandats que je peux signer avec l'agent immobilier. Il y a le mandat simple et il y a le mandat exclusif. On l'a dit, vous êtes un peu au milieu, vous, avec le fichier Amepi, avec ce mandat exclusif partagé. Mais vous, spontanément, qu'est-ce que vous conseillerez à un vendeur, s'il est pressé, s'il n'est pas pressé, vers quel type de mandat il doit aller? Alors moi, je vais conseiller aux vendeurs, même si je suis agent immobilier, président du fichier Amepi, ce n'est pas un métier, je représente mes confrères sur cette fonction. En ma qualité d'agent immobilier, quand je rencontre un client, je lui conseille toujours de choisir le mandat exclusif. Je préfère qu'il ne me choisisse pas moi, mais qu'il, dans son intérêt, confie un mandat exclusif à un confrère, plutôt qu'il démultiplie les mandats simples qui vont démultiplier la relation et qui vont amener un peu de confusion dans sa démarche. Ce qu'il faut savoir, c'est que, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est que l'agent immobilier et le notaire sont véritablement partenaires dans le parcours du vendeur ou dans le parcours de l'acquéreur. L'expertise de l'agent immobilier par rapport à l'avis de valeur. Alors, ce n'est pas une expertise au sens propre du terme, parce que l'agent immobilier n'est pas un expert immobilier, mais il a une connaissance du marché qui va lui permettre de réaliser un avis de valeur. Et 90% des clients qui ont un projet de mise en vente confient l'avis de valeur à un professionnel de l'immobilier. C'est pas neutre. Oui, donc quand même, ils ont une vraie confiance sur la capacité de l'agent immobilier à estimer au juste prix. Ils ont une confiance, c'est ça, en se disant, voilà, même si nous avons le projet par la suite de vendre de particulier à particulier, ce qu'ils sont moins en moins nombreux à faire, puisque de ces 90%, finalement, 77%, c'est une étude calimétrie, 77% vont confier un mandat à un professionnel. 77% de ceux qui vont faire évaluer leurs biens par un professionnel de l'immobilier vont passer par ce professionnel. 77% des 100%. Il y en a 4 sur 100 vendeurs, 90 font estimer leurs biens par un professionnel, et sur ces 90, 77 confient un mandat de vente. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au final, l'intermédiation professionnelle représente 80%. Ça veut dire que même les 3% qui n'ont pas confié un bien à un professionnel, finalement... finissent par y revenir. Mais on va y revenir là sur cette part de marché entre l'intermédiation ou de particulier à particulier, mais juste sur ce mandat exclusif, ce mandat simple. C'est vrai que spontanément, on a tendance tous à penser un mandat simple, ça me permet de rayonner et finalement de pouvoir essayer de diffuser mon annonce le plus largement possible. Vous me dites, non, le mandat exclusif, finalement, ça ne réduit pas finalement votre visibilité, mais ça assure plus de qualité dans le traitement de votre dossier. Alors là où on est partenaire, ça va répondre à votre question, c'est que l'acte principal, c'est l'entrée du mandat. À l'entrée du mandat, il faut déjà se poser toutes les questions qui vont nous permettre de rédiger un compromis de vente. Parce que l'agent immobilier est en capacité de rédiger un compromis de vente et doit se rapprocher du notaire qui, lui, va avoir cet acte le plus important, donc il doit être bien rédigé par l'agent immobilier. Donc l'agent immobilier va souvent appeler le notaire pour se mettre d'accord et identifier des points précis juridiques, etc., sur la réalisation du compromis. Mais donc, pour pouvoir réaliser convenablement cette opération, on estime à peu près une vingtaine d'heures de travail.
Il y a 20 ans, c'était 2 heures de travail dans un mandat. L'environnement juridique s'est complexifié, les points d'attention et les points d'alerte sont beaucoup plus précis et beaucoup plus nombreux. Donc la qualité de ce travail nécessite une quantité de travail, donc doit créer une forme de relation d'apaisement qui permette à l'agent immobilier de le faire convenablement. Et non pas de se dépêcher pour vendre vite avant son confrère. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et vous pensez que cette compétition très forte qu'on peut avoir sur le mandat simple, finalement, elle n'est pas favorable aux vendeurs? Elle est favorable à personne. Ni aux vendeurs, ni à l'acquéreur. Juste, il y a une évolution quand même vis-à-vis du comportement des consommateurs à l'usage du mandat exclusif. Dans un célèbre réseau que je ne citerai pas, qui participe au fichier Amepi, qui est adhérent, il y a 10 ans, 40% de leurs mandats étaient des mandats exclusifs. Aujourd'hui, c'est plus de 60% de leurs mandats qui sont des mandats exclusifs. Donc, le mandat exclusif entre véritablement comme étant une démarche naturelle vis-à-vis de nos clients. Vous le voyez, ça, Boris, finalement, cette recherche finalement de qualité plutôt que de la quantité, quelque part? Alors, moi, je voudrais juste faire une précision. Je trouve que le mandat exclusif trouve toute sa force dans le cadre du fichier Amepi, où effectivement, on a un agent immobilier vendeur qui a fait le job en amont et qui ouvre la voie à tous ses confrères Amepi de trouver un acquéreur et un partage des honoraires derrière. Et je trouve que ça, c'est effectivement très intéressant. Je suis un peu plus dans le doute s'il n'y a pas d'Amepi. S'il n'y a pas d'Amepi, un seul mandat exclusif, c'est quand même sacrément se restreindre la chose. Donc je suis beaucoup plus, c'est-à-dire que sur le mandat simple, si on a affaire à des agents immobiliers qui fonctionnent seuls, et l'exclusivité, oui, elle s'entend complètement si on a affaire à des agents immobiliers qui ouvrent leur fichier, mais bien alors, évidemment. Du coup, on le sait quand on va voir l'agent immobilier s'il est adhérent au fichier. Oui, alors on le sait. Le fichier Amepi n'est pas une marque. C'est un rayonnement B2B, c'est-à-dire qu'on ne s'adressait pas aux consommateurs. Un virage vient de s'opérer au sein du fichier, un vote déterminant vient d'être fait. On a décidé, à partir de l'Assemblée générale de juin à venir, que nous allons orienter notre communication vers le client final. Pour qu'il puisse comprendre. Pour qu'il puisse comprendre et pour qu'il puisse dire « je souhaite confier mon mandat exclusif à un membre du fichier Amepi, quelle que soit sa marque, pour pouvoir m'assurer la visibilité. Parce qu'il y a quand même un truc, je vais en parler avec vous, Boris, parce qu'on a eu hier dans notre petite case du Pro de l'Imo dans l'émission, justement un agent immobilier qui nous racontait qu'il avait signé un mandat exclusif avec une vendeuse qui a visiblement pas eu le temps d'attendre, qui allait voir quelqu'un d'autre. Bref, ça s'est pas très bien passé. Elle a fini par devoir donner de l'argent à un acheteur qu'elle avait trouvé par ailleurs, et ça a été compliqué. Donc, il y a quand même des obligations. Quand je signe un mandat exclusif, je m'engage pendant 3 mois, c'est ça? Alors, vous avez aussi exclusivité. C'est-à-dire que vous avez les mandats d'hyper-exclusivité, on dira, où c'est moi, point barre, quoi qu'il arrive. Et vous avez des mandats, je dirais, semi-exclusifs. Des mandats où, si vous trouvez seul, sans passer par un professionnel, votre bien, à ce moment-là, on considère que je n'ai pas à avoir une rémunération. Voilà, c'est vrai, je peux sortir de l'exclusif. Là, elle était passée par une autre agence pour le coup. Non, tout à fait. C'est ce qu'on appelle. Alors, on a inventé des termes. En fait, il y a 2 mandats qui existent au sens juridique. C'est le simple et le mandat simple et le mandat exclusif. On a créé ces semi-exclusivités. Là, c'est une ouverture marketing qui permet aux vendeurs de nous présenter un client et contre une rémunération partielle. C'est-à-dire, on peut faire un contrat semi-exclusif avec le client en disant Marie, si vous emmenez une connaissance qui est venue familiale ou amicale pour l'acquisition de votre maison, vous ne voulez pas vous en mêler parce que vous voulez conserver une distance, vous confiez le contact à l'agent immobilier et du coup, puisque vous emmenez le contact, la rémunération sera partielle. Mais vous Boris, moi, ma question, elle est plus est-ce que vous le constatez face à vous, des difficultés parfois de gens qui sont engagés, donc il y a une période incompressible, on l'a dit, de 3 mois, qui se retrouvent pieds et poings liés. C'est rarissime. C'est rarissime. Franchement, c'est rarissime. Mais je voudrais juste revenir sur ce que dit Cédric et sur le partage. Tout le monde, aujourd'hui, est capable de dire, pour ceux qui ont eu affaire à la justice, j'ai mon avocat. Tout le monde est capable de dire, pour ceux qui ont eu affaire au notaire, j'ai mon notaire. Et aujourd'hui, les agents immobiliers, là c'est vraiment un reproche que je fais aux agents immobiliers, ils n'ont pas su se mettre au niveau du client. Ils sont encore tournés ils n'ont pas fait cette petite révolution que tout le monde fait, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le principe, c'est le client. Ce que nous devons
privilégier les uns et les autres, c'est l'acquéreur potentiel, c'est le vendeur potentiel. Et il faut qu'on soit en mesure de dire, j'ai mon agent immobilier. Et vous allez dans certains pays, on n'a pas besoin d'un fichier AMEPI, on est dans le partage systématiquement. Vous avez le vendeur qui a son agent immobilier, vous avez l'acquéreur qui a son agent immobilier, voire plusieurs, Ouais. mais il n'y a qu'un seul agent immobilier pour le vendeur. Et il y a un partage systématique et en plus, c'est le vendeur qui paie son agent immobilier et c'est l'acquéreur qui paie son agent immobilier. Voilà. Ouais. Ça, c'est vers là que le sens de l'histoire. C'est notre débat. On a préparé, vous l'avez dit, notre émission hier. Moi, je vous ai dit intuitivement, vous sortez dans la rue, vous interrogez 50 personnes. Il peut vous dire le nom de son garagiste, le nom de son assureur, le nom de son notaire, le nom de son dentiste. Demandez-lui le nom de son agent immobilier. Ça va être nettement plus compliqué. Mais c'est ça fichier, que vous voulez créer, bien sûr, le fichier. Enfin, c'est évident. Je veux dire, la profession doit faire en sorte que nos clients identifient leur agent immobilier. On n'est pas le point de rencontre hasardeux d'une publicité, quel que soit le support, sur Bien Ici, évidemment, puisque c'est notre support de la profession, et la rencontre hasardeuse d'un professionnel. Non, l'acquisition immobilière est l'achat le plus important dans la vie de... Justement, messieurs, parce qu'il nous reste que 4 minutes, je sais, le temps défile, c'est horrible. Il nous faut 2 heures d'émission. Mais justement, là, on explique qu'il faut que ce soit un tiers de confiance, etc. Mais là, c'était aussi notre discussion d'hier. J'ai démarré cette interview en demandant à Boris, est-ce que, de temps en temps, vous avez des gens qui doutent de la fiabilité du prix qui a été fixé, qu'on soit acquéreur ou qu'on soit vendeur? Ma question, elle est simple. Est-ce que, véritablement, je peux faire confiance à l'agent immobilier quand je suis vendeur, quand je suis acheteur? Ma question, c'est, on sait qu'il y a des vendeurs qui ont forcément envie de vendre souvent plus cher que ce que ça ne vaut, parce que c'est leur bien et qu'ils cèdent le bien et qu'ils ont forcément envie de ne pas le brader. Et inversement, on a des intérêts qui sont évidemment divergents. Un acheteur qui va essayer de négocier au plus bas pour pas payer trop cher. Donc, comment vous arrivez-vous à devenir un vrai tiers de confiance et comment vous arrivez-vous à rassurer ou alors à finalement dire, bah là, peut-être que c'était pas le bon prix? On peut pas, on doit. On doit impérativement être un tiers de confiance. C'est l'essence même de notre mission et de notre profession. Mais comment je sais, moi, que c'est le bon prix? Mais parce que ma question, elle est simple. Le bon prix, déjà, alors, il y a une idée reçue qui consiste à penser que l'agent immobilier fait le marché. Non. Là, Le bon agent immobilier, c'est le miroir du marché. C'est celui qui est en capacité de vous démontrer pourquoi il considère que votre bien vaut ce prix. Il va avoir une étude qui va être précise par rapport à des critères qui sont des critères liés à un marché théorique et une étude comparative par rapport à ce qu'il va constater de ce qui s'est vendu sur votre territoire, de son propre... Le fichier AMEPI n'est pas qu'un réservoir de mandats exclusifs, il y a 50 000 mandats exclusifs en France. C'est aussi une base de 600 000 biens vendus qui permet à l'agent immobilier d'adhérent de vous convaincre, Marie, que ce prix est le bon, puisque autour de vous, telle maison ou tel appartement s'est vendu à tel prix, il y a tant de temps, et puis compte tenu du marché, compte tenu de l'offre et de la demande, eh bien je réussis à vous convaincre que ce prix est le bon. Mais je comprends, mais Boris, même question. Vous, notaire, vous, agent immobilier, vous avez plus intérêt à ce que le vendeur vende cher, puisque votre commission ou votre rémunération, elle est basée sur le prix de vente final. Donc, comment je peux être certaine que si je suis acheteur, par exemple, ce prix n'est pas volontairement gonflé et inversement, si je suis vendeur, parce que vous avez envie de vendre Boris, vite, il y a du boulot pour la convaincre. Non, il y a pas... Non, alors, on a quand même un gros avantage par rapport aux agents immobiliers, c'est que les statistiques en termes de vente, on les a de manière exhaustive. 100% des ventes passent par les notaires et nous avons des statistiques derrière avec un outil qui s'appelle la DSN et qui nous fait toutes les statistiques et vous avez toutes les ventes de France quasiment à l'instant T, vu que maintenant nous sommes dans l'obligation de ça serait pas mal, parce que franchement, les chiffres, je vous adore, les notaires, mais on a toujours les chiffres 6 mois après. Non, mais sauf qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation d'alimenter au niveau de la promesse. Et oui, donc ce qui veut dire que nous avons une information à l'instant T. Ça, c'est quand même très important. Deuxièmement, vous avez des tas de sites aujourd'hui, des tas d'applications qui vous permettent de savoir, au moins à 6 mois, comme vous le dites, à combien s'est vendu le bien. Et donc vous pensez que c'est forcément un gage de transparence par rapport au prix qui va être fixé ou par rapport C'est forcément, vous savez, quand quelqu'un va acheter un bien, en général, il ne visite pas un seul bien. Il en visite 10, il en visite 15, et à un moment donné, il fait un choix où il a un coup de cœur.
Et c'est parce que, et je ne saurais que trop dire aux acquéreurs potentiels, visitez, et c'est parce que vous visiterez que intuitivement, vous arriverez à vous faire une idée de votre propre marché, au niveau de votre rue, au niveau de votre quartier. Évidemment, on ne vous demande pas d'avoir une idée globale de la ville, mais très franchement, ça va très très vite. On se rend compte de toutes ces choses-là. Et quand on prend un agent immobilier ou quand on prend un notaire pour faire de la transaction ou de la négociation, on prend bien sûr un notaire local, un notaire qui connaît aussi son marché. Enfin, ça me semble d'une évidence absolue. Et un agent immobilier local. Je vous donnais l'exemple hier. Il m'arrive très fréquemment d'orienter des clients qui déménagent pour des raisons X ou Y, professionnelles ou autres, ou des clients qui ont des biens d'investissement locatif en dehors de mon territoire, de leur conseiller un confrère et de les rapprocher d'un confrère local via le fichier Amepi, et cet accompagnement se fait naturellement et se fait très bien. Et le client est toujours rassuré. On est quand même dans un métier de contact. La base de la base, c'est le contact, c'est la relation qu'on a avec les autres, l'humain, et cette relation de confiance qui est fondamentale dans la relation de l'agent immobilier à son client. Bon, il y avait plein de choses. Finir, si vous me permettez, juste pour finir, quand ça se passe pas très très bien, c'est toujours de toute façon de notre faute. Quand je dis de notre faute, oui, en tant que notaire, en tant que professionnel. Et très franchement, quand les gens ne sont pas contents de moi, c'est pas forcément par rapport à mon travail, c'est par rapport à la façon dont j'ai traité leur acquisition, leur vente, et je n'ai pas été à la hauteur de ce qu'ils attendaient, humainement parlant, dans la communication. C'est exactement la même chose au niveau des agents immobiliers, et c'est exactement la même chose pour tous. Voilà. Bon, merci à tous les deux. Je suis désolée parce que j'avais plein d'autres trucs, des petits tips à vous donner. Mais bon, on y reviendra. On vous fera revenir sur combien de temps j'attends avant de baisser mon prix. On s'est dit combien, 15 jours, c'est ça, Cédric, au téléphone? Je fixe systématiquement un rendez-vous 15 jours après la mise en ligne pour faire un point avec le client. Et en gros, si ça démarre pas, on commence déjà à réfléchir à une baisse de prix. Je vous dis ça à vous, vendeurs, mais on en reparlera. Mais ne sautez pas sur les meilleures occasions pour essayer de faire gonfler les prix, parce que si ça se vend pas au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, ça devient compliqué après de ne pas finalement vraiment baisser le tarif, et donc là pour le coup se retrouver dans une situation compliquée. Mais on reviendra, on refera un débat sur le sujet avec des petits conseils pratico-pratiques pour alimenter la vente ou l'achat de votre futur logement. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, on va parler aux primo-accédants demain, et on verra si le bon plan du moment c'est pas d'acheter, alors j'ai envie de dire une passoire thermique, mais en tout cas un bien très dégradé pour pouvoir l'acheter pas cher. On en reparle demain dans les experts de l'IMO, mais tout de suite c'est l'heure de Tout pour investir avec Lorraine Goumeau. Les experts de l'IMO sur BFM Business.